18h10 à Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Le chef de la diplomatie russe achève sa visite de 2 jours en Tunisie reçue par le président Kais Saied. Le renforcement des liens bilatéraux s'est taillé la part du lion des entretiens. Entre Paris et Niamey, le torchon brûle de nouveau. Le Quai d'Orsay annonce de façon unilatérale la fermeture de son ambassade au Niger dans la foulée de la fin du retrait des soldats français du pays. Et nouveau drame humanitaire au Soudan, dans la ville de Oued Madani, théâtre d'affrontements entre les parties belligérantes. Plus de 300 000 personnes ont été déplacées. Et avant de développer les titres du journal, sachez, Madame, Monsieur, que le premier groupe de Palestiniens blessés dans les bombardements génocidaires de l'entité sioniste sur la bande de Gaza est arrivé ce jeudi soir en Algérie. Il s'agit de 2 sœurs âgées de 22 et 16 ans. Les 2 jeunes femmes grièvement blessées ont été évacuées dès leur arrivée vers l'hôpital d'En-Nadja à Alger. Je vous le disais en titre, le président tunisien Kais Saied a reçu hier au palais de Carthage le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. À cette occasion, Saïed et Lavrov ont passé en revue les relations entre les 2 pays et au même titre que leur consolidation, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, du tourisme et de la coopération culturelle et scientifique. Le président de la République tunisienne a tenu à cette occasion à rappeler le soutien ferme et inconditionnel de son pays au peuple palestinien victime en ce moment même dans la bande de Gaza d'une offensive génocidaire sans précédent de l'entité sioniste. Nous avons convenu de développer notre coopération dans d'autres domaines en tenant compte des plans existants. Cela vaut également pour le secteur agricole. Les Tunisiens sont intéressés par l'approvisionnement en céréales. Aujourd'hui, nous avons également convenu avec nos amis tunisiens de poursuivre une coordination étroite sur les questions internationales et régionales, y compris au sein des Nations Unies et dans le cadre de la coopération entre la Russie et les pays de la Ligue des États arabes. Et aujourd'hui, le président de la République de Tunisie, Kais Saied, a reçu au palais de Carthage toujours la ministre des Affaires étrangères indonésienne, Retno Marsudi. À cette occasion, il a souligné la solidité des liens historiques unissant les 2 pays, révélant la volonté de la Tunisie de les développer et de les diversifier davantage eu égard aux perspectives prometteuses dans les secteurs économiques clés tels que le phosphate. Il a outre évoquer les opportunités de coopération bilatérale et d'échanges fructueux dans les domaines culturels et scientifiques, a indiqué un communiqué de la présidence tunisienne. De son côté, Retno Marsudi a remis à Kais Saied une lettre d'invitation qui lui est adressée par son homologue d'Indonésie, le conviant à une visite à Jakarta. Diplomatie toujours et dans le dossier libyen, le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeibah, a reçu ce jeudi l'envoyé spécial américain en Libye, Richard Noland. Rencontre durant laquelle Dbeibah et Noland ont passé en revue la situation politique dans le pays, notamment la question liée à la tenue d'élections et la reconstruction de Derna. Pour rappel, le 11 septembre dernier, la ville de Derna a été victime de la rupture de 2 barrages sous pression des inondations suite au passage de la tempête Daniel qui ont englouti maisons et infrastructures, faisant plus de 4 352 morts et plusieurs milliers de disparus. Dans la foulée de l'achèvement du retrait des troupes françaises du Niger ce vendredi, coup de théâtre, le Quai d'Orsay a décidé de fermer son ambassade dans le pays, affirmant qu'elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Le point avec Safwan Ben Sabri. Nouveau coup dur pour Paris, qui annonce la fermeture de l'ambassade française au Niger. Une décision qui fait suite au changement à la tête de l'État nigérien, les nouvelles autorités ayant affiché une hostilité ouverte envers la France, ex-puissance coloniale.
Dans la foulée, les derniers 1500 militaires français ont quitté le sol nigérien ce vendredi 22 décembre. Cela fait suite aux injonctions émanant des autorités nigériennes, à leur tête le général Tiani. La fermeture de l'ambassade et le retrait des troupes survient après une présence française de plus de 10 ans dans la région. Ce départ français s'inscrit en réalité dans un long processus d'émancipation de plusieurs pays jadis colonisés par la France. C'est dans une volonté de mettre fin à l'omniprésence française sur les plans militaires, économiques et politiques que le Niger a emboîté le pas au Mali et au Burkina Faso. C'est en quelque sorte une deuxième indépendance à laquelle aspirent ces nations, non sans un soutien populaire important. Les relations entre le Niger et la France sont aujourd'hui nettement dégradées après une longue présence sans succès probant en matière de lutte antiterroriste. Paris perd un point d'attache de plus au Sahel. Dans un monde où les nouveaux pôles se multiplient et où les pays du Sud aspirent à plus de souveraineté, les relations franco-africaines doivent désormais répondre à un nouveau paradigme où l'Occident n'est plus en mesure d'asseoir une domination sur le reste du monde. Je vous le disais en titre, la situation humanitaire s'aggrave au Soudan, où la récente escalade des violences dans la ville de Oued Medani a entraîné le déplacement forcé de 3000 personnes supplémentaires selon les Nations Unies. La ville de Oued Medani, au cœur de l'État d'El Jazira, connu comme le grenier agricole du Soudan, a jusque-là été épargné par les combats entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide qui secouent, rappelez-vous, le pays depuis le 15 avril dernier. Au premier jour de sa visite en République centrafricaine, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, s'est entretenu avec le Premier ministre du pays, Félix Molua. À cette occasion, Lacroix n'a pas manqué de signaler les priorités de l'ONU, à savoir la tenue des élections locales dans les plus brefs délais. Pour rappel, ces élections n'ont pas eu lieu dans le pays depuis plus de 35 ans. Elles sont très attendues puisqu'elles permettront notamment de mettre fin à l'administration nominative. Cette visite témoigne sans doute d'un engagement et d'une détermination à œuvrer efficacement au renforcement du dispositif de coopération et de communication autour des priorités définies dans la résolution 2709. Nous sommes déterminés à continuer à travailler dans l'esprit de coopération très étroite, très cordiale, très positive, qui a animé le travail conjoint entre la MINUSCA et le gouvernement centrafricain. Et en Centrafrique, toujours, une position des forces armées du pays a été attaquée ce jeudi dans le nord-ouest du pays par des hommes armés. Le bilan provisoire de cette attaque fait état de 22 morts, dont 21 civils et un membre des FACA, ainsi que plusieurs blessés. Selon les sources policières, le bilan risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Et le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution 2719 sur le financement des opérations de soutien à la paix dirigées par l'Union africaine. Selon l'ambassadeur du Mozambique, cette résolution cadre qui vient d'être adoptée traduit l'objectif de l'Union africaine de répondre aux préoccupations de l'ensemble du continent qui sont en suspens depuis de nombreuses années. Cette résolution cadre qui vient d'être adoptée traduit notre objectif de répondre aux préoccupations de l'Afrique qui restent en suspens depuis de nombreuses années. Au cœur de cette stratégie se trouve la nécessité d'apporter des réponses appropriées aux défis sécuritaires croissants et évolutifs sur le continent africain, des défis qui comprennent les conflits, l'insurrection, l'africanisation progressive du terrorisme et la prolifération des groupes armés extrémistes. Et climat, avant de clore cette édition, et le réchauffement climatique qui continue à impacter dangereusement notre continent. C'est le cas notamment au Maroc, qui risque de connaître sa 6e année de sécheresse consécutive. Une situation qui risque d'impacter considérablement le secteur agricole du pays. Selon les experts du climat, le stress hydrique au Maroc a été exacerbé par la hausse des températures de 1,30 degrés Celsius de la moyenne annuelle, ce qui a accru l'évaporation de l'eau dans les barrages.
Madame, Monsieur, c'est ainsi que va l'actualité du continent africain. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h pour le journal de la rédaction. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes.